C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour entrer dans le monde culturel avec un homme qui est l'incarnation de la culture congolaise. Fondateur des ballets diabois, il fut fondateur des éclaireurs marins. Il fut aussi président de la commission culturelle de la JMNR. En 1991, il est président fondateur de l'association des chorégraphes, percussionnistes et danseurs du Congo. Il s'agit de Marie-Isidore Diabois. Monsieur Diabois, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Vous avez un surnom qui attire l'attention, le lièvre rusé, Kimoni Mambo. Pourquoi ce surnom? En ancien temps, j'étais scout. Et présentement, je le suis, parce que éclaireur un jour, toujours éclaireur. Et c'est un surnom qu'on appelle dans le scoutisme totem, qui m'a été attribué par l'ensemble des scouts au cours d'un camp, en Bourno. La tradition de cette émission veut que l'invité se présente. Pouvez-vous vous présenter en vous basant sur votre arbre généalogique? Je m'appelle Diabois Marie-Isidore. Mon père, Diabois Isidore, infirmier retraité. Bon, ma mère, Nkoussou Anne. Je suis né à Brazzaville même. Et puis, de mes parents, le premier chef de village Bakongo fut le grand frère de mon père. Et le premier écrivain congolais, Jean Malonga, fut le neveu de mon père. Et ça, c'est le côté de mon père. Le côté de ma mère, elle est née à Manzakara, dans le même fief qu'est né Mathieu André Grenard. Vous venez de nous parler de Mathieu André Grenard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Bon, je n'ai pas grand-chose à vous dire de lui, parce que mon père fut amicaliste. Et je suis allé à Bangui à ce titre d'amicaliste. Et je suis arrivé à Brazzaville en 1944, vivant à Poto-Poto. Jusqu'à ce jour, je suis à Poto-Poto, enfant de Poto-Poto. Et j'ai connu pas tellement bien le problème de Mathieu, mais je connais le problème mieux d'amicaliste, parce que mon père fut un déporté politique à Bangui à titre amicaliste. Pouvez-vous nous parler donc de l'amicaliste? Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une association que Mathieu, retraite militaire, après la guerre de Maroc, retraité en France, il a monté une association mutuelle pour aider tous les Africains, Congolais, haïtiens surtout, qui étaient en France pour se retrouver. C'est une association dans le cadre même d'être entraide. Et en général, ça n'avait aucun caractère politique. Et c'était une association aussi non apolitique. Monsieur Diabois, vous êtes né sous la bannière coloniale. Que peut-on retenir de votre jeunesse dans ces conditions-là? Comment l'avez-vous vécu? Et que faisiez-vous surtout? J'étais scout. Je vous ai donné mon surnom, lièvre rusé. J'étais scout et j'ai vécu dans la joie, dans le plaisir. Orphelin de mère en 1942, orphelin de père en 1952, je n'ai pas souffert. Parce que je vivais dans l'ambiance, dans la fraternité, dans l'amour, parmi et au milieu des scouts de toute ethnie. Il y avait les Béninois, il y avait le conseil qui me prenait, celui-là me prend, j'ai vu avec lui, parce que j'étais très intéressant pour eux. Donc vous aviez eu une enfance très très heureuse? Oui, heureuse, pas mal heureuse. J'étais élevé par des sœurs et qui m'ont bien soigné aussi. Certaines personnes ici ont dit que la période coloniale était celle de la chicotte, c'était une période triste. Est-ce que vous partagez ce témoignage? Bon, je peux dire oui, comme je peux dire non. Parce que le colonialisme, le colon, c'était un tigre à papier. Il faisait peur aux gens qui avaient peur. Et pas tout le monde, parce que moi je travaillais avec le colon, la mécanographie. Je me suis familiarisé avec le colon parce que quand il me disait, il m'insultait à cac, moi je l'insultais cochon gratté. Et puis je suis devenu ami de colon. Tous mes chefs étaient mes amis. Dès qu'ils ont besoin de tam-tam, je les amène chez mon pays pour voir le tam-tam. S'ils ont besoin de se balader et prendre de l'air, à l'époque c'était les Centrafricains. Je les amène dans le coin où on peut trouver les Centrafricains. Et moi je n'avais pas de problème avec les colons. Les colons n'avaient pas de problème avec moi. Mais comme c'est comme ça, je vous dis que c'était des tigres à papier. Quand il te fait peur, il faut le faire peur.
Et quand tu continues à faire peur, tu t'affaisses, c'est fini. Il prend le devant, tu as chicote. Vous venez de parler de la mécanographie. Vous, la mécanographie? À l'époque, c'est ce que nous appelons maintenant, aujourd'hui, informatique. Hein? Mais à l'époque, tu n'étais pas informatisé. Tu passais par la mécanique, la mécano, et puis ça passait par la machine. Et c'est là où j'étais même, au même moment, j'étais aussi devenu moniteur. J'apprenais aux autres comment perforer le papier. Et en général, c'était ça. Voilà, à 10 ans donc, vous partiez à l'école pour la première fois, c'était à l'école officielle de la République centrafricaine à Bangui. Pourquoi aller à Bangui dans la mesure où on sait que nous avions une école officielle chez nous, c'est-à-dire à Poto-Poto? C'est juste. C'est juste. C'est que je vous ai dit tout à l'heure que mon père fut un déporté politique affaire amicale en 1933 pour Bangui. Et je suis né en 1932. 6 mois après ma naissance, mon père a été déporté politique à Bangui. Je suis allé parler à Bangui. J'ai passé toute mon enfance à Bangui. J'ai démarré au député mon école à Bangui. Je suis venu ici à Brazzaville en 1944, au cours de ma première année. Vous aviez dit école officielle. Est-ce qu'il y a aussi une école indigène à cette époque? Bon, il n'y a pas une école indigène, mais c'est pour dire que l'école laïque, nous, à l'époque, on appelait ça l'école officielle. C'est avec le temps qu'on sait que c'était laïque, là où il y a laïcité, où tout le monde peut venir, on trouve les chrétiens, les païens, et puis cet ensemble, le mélange-là, on appelait ça l'école officielle, qui était gérée par l'enseignement officiel, c'est-à-dire que l'État lui-même, parce qu'il y avait les écoles confessionnelles, catholiques avaient son école, les protestants l'école, mais ça c'était l'école officielle, l'école de l'État, directement par l'État. Dans quelles conditions preniez-vous vos cours? Comment est-ce que les enseignements étaient donnés à cette époque? Bon, les enseignements, vous savez, tout a été gratuit, hein, les livres gratuits, et puis les maîtres s'étaient voués, on apprenait, mais en même temps, il y avait les chicotes, si tu n'entends, ne comprenais pas bien. On chicotait, que c'était mauvais, et c'était quand même bien, puisque là, ça nous a appris aussi à être aussi, à connaître ce que nous connaissons. Le dernier diplôme était secret d'études, vous vous rendez compte? D'une manière générale, Monsieur Diabois, que nous révèle votre cursus scolaire jusqu'à l'obtention de votre dernier diplôme? Bon, j'ai commencé mes études à Lubangui, à Bangui. Je suis arrivé ici à Brazzaville au CM1, CE1, complémentaire première année à la petite école de Poto-Poto. Mon maître était M. Ngolo, Georges. Après, je suis allé à la grande école de Poto-Poto. Et puis, finalement, je suis allé à l'école de Gouézé, la première promotion des gens qui sont rentrés à Gouézé. J'ai eu mon certificat d'étudiant en 1949. Et de là, j'ai eu avec des amis, on a fait le concours de Mbunda. Il y a ceux qui sont partis en Mbunda. Nous avons, par exemple, en l'occurrence, Essou est allé en Mbunda. Et je suis allé, j'ai tenté de rester un peu à la maison. Mon maître, mon directeur de l'école, M. Ganin, m'a demandé de continuer les études. Et il m'envoie maintenant au cours complémentaire à l'ouverture, le cours complémentaire de Brazzaville. J'ai fait la première, la sixième, on appelle ça sixième, cinquième, et après, j'ai regagné encore mes chefs hiérarchiques. Un peu plus tard, maintenant, quand je commençais à travailler, j'ai vu un directeur qui s'est beaucoup intéressé de moi, M. Bathéas Molong, et lui, il m'a demandé que je fasse, n'est-ce pas, la bibliothèque avec lui. Et j'ai fait la bibliothéconomie. Et j'ai fait 18 mois de la bibliothéconomie, et j'ai eu mon CAP de bibliothéconomie. Je suis archiviste, documentaliste, dans le même domaine de la culture, un peu approfondi. Vous avez été pendant longtemps leader dans des mouvements de jeunesse. Vous avez un parcours riche en enseignements et en souvenirs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, on parlait de mon mouvement de jeunesse. Je vous ai dit que j'étais le vrai militant, c'est-à-dire que le grand chef, un chef animateur même dans le scoutisme. Le vrai mouvement que j'ai parlé, c'est le scoutisme. Et puis après, je suis allé par le truchement des hommes politiques, surtout au Pango Jacques, qui était médecin, m'a mis dans le socialisme, dans la jeunesse socialiste, où je vais aller faire le Léo-Lagrange, mouvement Léo-Lagrange en Europe, et en France, surtout à Compiègne et à Istres. Et j'ai fait l'animateur des jeunes, et j'ai fait un peu, touché un peu, seulement pas beaucoup, la jeunesse socialiste. Et voilà ce que j'ai pu faire en général. Mais moi, c'est la culture et puis autre mouvement qui m'appartient dans mon domaine,
culturel. Vous venez de nous parler de ces animations dont vous étiez, on peut dire, au centre. Comment se déroulait votre travail en tant que formateur, les enseignements que vous donniez, comment se passait-il? J'étais scout, chef, et pas comme n'importe quel chef, j'étais un véritable chef scout. J'étais aussi le créateur de ballets, et les premiers ballets congolais. J'avais 2 programmes. J'avais le programme de scoutisme que je n'ai pas abandonné. J'avais le programme de mes ballets. Alors j'avais aussi des adjoints. Le libéral de Chériba Diop me secondait dans toutes mes activités, n'est-ce pas, de ballet. Et dans le scoutisme, j'étais moi-même, dans un premier temps, j'étais moi-même, je faisais tout. Et puis après, quand en 1953, Issou m'a rejoint, Issou est devenu mon adjoint dans le scoutisme. Donc le programme était programmé, était bien traité scientifiquement. Il y avait des réunions que nous faisions, par exemple, mardi, jeudi, samedi. Il y avait des réunions de 15h, 14h, non, 15h à 18h, et je reprends chez moi à la maison. Les réunions aussi sur le ballet maintenant à la maison. Ça, c'est le scoutisme. À la maison, nous nous retrouvons le plus souvent de 18h, on est là jusqu'à 21h. Donc on le faisait, et puis ce sont des enfants, des éléments qui étaient très dociles, qui avaient beaucoup d'estime pour moi. Beaucoup d'estime pour moi, et les choses passaient très bien, il n'y a pas de problème. On était organisés. La discipline surtout, je m'attendais beaucoup à la discipline. Comme tous étaient des scouts, il y avait de la discipline. L'essentiel, c'est ça dans une association. Quand il n'y a pas de discipline, c'est pas la peine. Y a-t-il un lien entre le ballet et le scoutisme? Bon, pas de lien. C'est-à-dire que tout est parti du scoutisme. Ce que j'ai eu l'idée, c'est pour moi le scoutisme, c'est mon perce-vie. Le scoutisme m'a percé la vie. Et si j'ai eu l'idée à créer tout ce que j'ai créé dans ma vie, c'est par rapport au scoutisme. Et j'ai projeté le scoutisme dans mon cœur. C'est là où je commençais par les prémices de ballet, en faisant des danses mimes, des petites danses mimes dans le ballet. Et c'est là où est né les ballets diamants. Pour les jeunes à cette époque, que représentait le scoutisme? Le scoutisme, en général, c'était la formation de l'homme. On préparait des gens qui peuvent devenir des militaires. Aujourd'hui, j'ai connu des colonels. La majorité étaient des scouts, ils sont passés par le scoutisme. Et pour donner la formation du caractère, et vous avez la formation, la recherche physique, de santé physique. On avait constamment de camps, on passait le plein air, donc ça a donné cette formation qui a formé des gens à devenir les pré-militaires qui sont partis aisément dans l'armée, l'armée française par exemple, et qui sont revenus avec des grades de colonel, de commandant, grâce au scoutisme qui nous a donné cette formation d'hommes. Quel est le slogan du scout? Bon, le scoutisme, il n'y a pas de slogan. Parce que le scoutisme, il y a le scoutisme confessionnel. Les catholiques, les scouts, à l'époque c'est de France, c'est les scouts de France, et il y avait le scoutisme laïque, qu'on appelait, n'est-ce pas, les éclaireurs de France. Mais en tant que slogan, ils n'ont pas eu de slogan, c'est pas un parti politique, ou bien il y avait des slogans soutien, non, il n'y a pas de slogan dans le scoutisme, c'est toujours prêt. Vous étiez président de la commission culturelle au temps de la GMNR. Nous aimerions savoir comment organisez-vous votre travail, quelles étaient vos priorités et comment atteignez-vous vos objectifs? La priorité, c'est répertorier, inventorier, répertorier, réhabiliter le potentiel de scout, par exemple. Non, je parle de scoutisme. Les artistes. Réunir les artistes, donner la conscience aux artistes d'aimer leur travail, d'abord. Et c'est pour cela que la commission culturelle a fait son travail pour remettre les artistes par leur discipline, les arts plastiques, et les écrivains, et toutes les disciplines, le contrôle par la GMNR, et on les a réhabilités, on a donné la forme même de leur histoire, d'aimer leur boulot. Oui, mais comment atteignez-vous vos objectifs? De quoi disposiez-vous comme élément? Nous, l'objectif c'est surtout pas les semaines culturelles.
les semaines culturelles, nous arrivons, c'est ce que nous appelons maintenant, ici parfois vous appelez ça festival. Mais les semaines culturelles, c'est le festival en miniature. Dans chaque région, on avait ces semaines et on fait les lauréats. On a des écrivains, on a des sculpteurs, c'est là où nous avons fait le recensement grâce à la Jiménez, la commission culturelle de la Jiménez. Nous avons fait le travail d'envoyer même un sculpteur là, qui est devenu, qui a fait un monument, un grand monument à la gare qui n'existait plus. Et c'est grâce à la Jiménez qui était parti se perfectionner en Allemagne. Et comment appelait-on ce monument? Ça symbolisait quoi, ce monument? C'était le monument de la paix, de la paix. C'était le monument qui a enchaîné que la liberté, la libération de l'Africain, le noir. Ok, mais en tant qu'homme de culture chevronné que vous êtes, si on vous demandait de nous faire une lecture sur le parcours culturel de notre pays, que nous diriez-vous? Le parcours culturel de notre pays, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, parlant du parcours culturel de notre pays, c'est par rapport à la vie des artistes. Il faut voir maintenant qu'est-ce qu'ils étaient hier, et après qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est là où nous allons faire ce parcours-là. Hier, il y a ceux qui se plaignent. Ils mangeaient très bien. Et puis, maintenant, ils ne mangent pas très bien. Bon, c'est par rapport à ça que nous devons connaître exactement, faire la lecture, c'est par rapport au temps de la vie des artistes, musiciens, tout ce genre, le potentiel culturel. C'est par rapport à ça que nous devons connaître. Et puis, c'est clair. Ça, c'est clair, ça. Vous pouvez demander à un artiste dans la rue, un musicien dans la rue, qui devient mendiant, qui ne sait plus que faire. Ah, mais c'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué. Après, c'est à peu près ça. Repartons quelque peu en arrière, avant les indépendances. On nous dit que cette période était aussi celle de la lutte contre la colonisation par les mouvements de jeunesse. Est-ce que vous aviez été dans un mouvement de jeunesse qui luttait contre la colonisation? Si oui, comment luttiez-vous? J'étais dans le scoutisme. Et dans notre mouvement scout, dans ce statut, le scoutisme et la politique. Mais cette affaire, cette partie-là, cette rubrique de colonialisme, nous, on faisait des scénettes. Ce sont des scènes en miniature, ce qu'on appelle aujourd'hui les sketchs. Et on faisait sortir tout ce qui se passait dans le colonialisme, et ce qui était fou. Même devant même le colonialisme. Quand on fait une scénette, par exemple, où le blanc qui commande, qui envoie d'aller payer quelque chose, le boy, pour aller payer quelque chose, or que là, il met dedans, arrêtez-le. Hein, vous arrivez là-bas, on vous arrête, on fait ça dans les scènes, le blanc, et les chefs regardent, les chefs scouts qui étaient des blancs, ils voient ce que nous faisons, mais c'est une forme de lutte aussi. À la scène, et puis par des chansons, qu'on avait aussi des chansons révolutionnaires, nous, on éduquait le peuple. On éduquait le peuple, c'est une façon de lutte. Mais à faire une lutte comme les autres associations, je n'ai pas participé, mais seulement, je tiens à vous faire connaître que j'étais dans le mouvement Léo Lagrange. Le mouvement Léo Lagrange, c'était le mouvement socialiste. À l'époque, les socialistes, c'était le colonialisme un peu florissant. Florissant. Apparemment, ils sont là où ils aiment les Noirs. Ils aiment bien les Noirs. Mais c'est cette association qu'on a essayé un peu de mettre dedans et que j'ai amené beaucoup de monde de l'association. C'est une forme de lutte. Autrement dit, vous avez mené une lutte très intelligente. Voilà, organisée. Parce que j'étais spécialité, d'où provient aussi ce nom de lièvre, parce que j'avais donné une scène, les trois gourmands, j'ai bien joué cette scène-là, et on m'appelait lièvre. Vous n'aviez pas peur de ressortir aux yeux du grand public les méfaits du colon à travers les pièces de théâtre ou les scénettes que vous étiez en train de tourner? Actuellement? Ou non, à l'époque, justement. Mais si, on le faisait, mais il y avait des gens, les notables. À l'époque, on appelait les chefs du quartier qui assistaient à ces scènes. Et puis, c'est tout le quartier, même l'administrateur maire, le blanc, assistait dans un feu de camp, justement. C'est le spectacle, était le feu de camp. Autour du feu de camp, c'était le spectacle. Mais vous n'aviez pas peur du colon, parce que lorsque vous faites ce genre de représentation, le colon se dit que vous êtes en train de monter la population contre sa politique, et tout de suite, vous devriez être reprimandé et mis en prison. Bien. Les chefs scouts étaient des colons, étaient des blancs. Mais pour eux, au contraire, parce que dans le scoutisme, il y a une confrérie, c'est la famille. On peut parfois se dire frère,
Mais il y a la hiérarchie qui dit que le chef reste chef. Bon, c'est censuré ce que nous faisons. Le chef colon qui était avec nous a vu, c'est censuré. Il accepte le tolère qu'on donne ça au public. Ce qu'il a cautionné aussi avec nous. Qui n'étaient pas d'accord les méthodes de leur famille, de leur frère. C'est pas tous les colons qui étaient mauvais. C'est ça. Vous avez connu les années pré-indépendance. Ces années ont été marquées par des affrontements civils. Peut-on avoir votre version des faits? Bien. Vous savez que ce sont une bêtise humaine qu'il faut quand même la peine d'être évoquée. Là, je ne peux pas vous parler du début. Moi, c'est la fin qui m'a fait beaucoup plaisir. 3 jours, 17 au 19, que cette guerre-là a pris fin. Et c'est pris fin en beauté. Il n'y a pas eu de médiation, à Libreville, Libreville 2, Libreville 3. Non. Les leaders se sont retrouvés au Pioulou et au Pango en voiture décapotable. Ils se baladaient partout et les gens les suivaient, applaudissaient. C'était la fin de la guerre. Il n'y a pas eu de médiateur international dans cette affaire-là. C'est que tout ce qui me fait plaisir, c'est la conclusion. Et le début, c'est une bêtise humaine. Les 13, 14, 15 août, le Congo devient indépendant. Cependant, cette indépendance est qualifiée de nominale. Savez-vous pourquoi? À ma connaissance, tout est parti déjà au départ, et le général de Gaulle avait tout déjà prédit, il avait déjà annoncé à l'attention de nos leaders. D'abord, sa conférence de 1940, qui a duré à peu près 5 jours, je crois, 5 jours, le 30 janvier, 8 janvier, 8 février. Bon, ça a duré quand même une dizaine de jours. Il avait bien dit, que cette conférence avait l'objet de prévenir l'avenir de l'Afrique et Madagascar. Il avait bien dit qu'il nous a libérés, que chacun aura droit, n'est-ce pas, à des élections. Du général de Gaulle va passer en 58 à Brazzaville, au stade de Boué. Il a été bien acclamé par tout le monde, applaudi par tout le monde. Et il a même répété, demandé maintenant changer sa politique, la communauté entre la France, France-Afrique, la communauté européenne, la communauté, je crois, française. Il a prévu que nous, maintenant, nous devons avoir droit aux élections, avoir droit, il a prévu, mais c'était pacifique. Une indépendance nominale, c'est une indépendance pacifique, une indépendance sans problème, mais c'est ça. On n'a pas souffert pour avoir l'indépendance. Voilà l'objet de ma pensée, c'est celle-là. Vous pensez réellement que nous n'avons pas souffert pour avoir cette indépendance? La souffrance, c'est une autre affaire. Mais il y a d'autres pays. À l'époque, par exemple, prenez l'Algérie. Il y a eu des guerres. Mais nous n'avons pas eu de guerre. Avec le colon, on n'a pas eu de guerre. Mais c'est une étape que nous avons connue. On est parti de le colonialisme florissant, agonissant, du colonialisme agonissant, colonialisme florissant. C'est le néocolon qui rentre, le néocolonialisme, et si après, c'est l'indépendance. Et voilà. Abordons à présent votre vie artistique. Vous êtes au centre des prémices des ballets congolais. Qu'est-ce qu'un ballet et pourquoi les ballets congolais? C'est une forme de théâtre, le ballet. Une forme de théâtre, mais qui est exécutée par plusieurs personnes, par des mimes, des pantomimes, et chant, danse. Voilà, c'est une communication. À partir du moment où on dit que théâtre, il y a une communication. Il y a l'éducation dans cette affaire, et il y a la formation aussi. Donc c'est ça le ballet, réellement. C'est ça, normalement, c'est un théâtre. C'est un théâtre, mais chanter et danser. Tout se passe par les mimes. Alors si vous êtes intelligent, vous comprendrez qu'est-ce qui se passe là, dans ce ballet-là. Il y a des mimes, et bien c'est l'explication, c'est ça. Vous pouvez nous souligner l'importance du ballet? Bon, l'importance du ballet. Nous avons fait notre importance du ballet quand les ballets Diabois ont aidé à consolider ce qu'on appelait la lutte des classes ici à Brazzaville, le socialisme par exemple. Les ballets Diabois ont fait des scènes qui redonnaient la conscience aux travailleurs des ciels, qui remontaient le paysan au travail. Mais nous avons fait le travail sadique, c'est éducation. Le ballet, normalement c'est éducation. On ne danse pas pour danser.
Mais on danse quand il s'agit même au village. Dans nos ancêtres, par exemple, et il y avait ces danses significatives. Il y a des danses pour les jumeaux, il y a des danses pour la circoncision, surtout à l'Oubabichari. C'est une grande fête. Mais les ballets, c'est ça, c'est une formation c'est un théâtre éduqué par des gestes. Vous avez le mérite d'être le créateur des premiers ballets congolais, les ballets diabois, je veux dire. Quelles étaient les danses exhibées dans les différentes chorégraphies? De quel instrument vous serviez-vous pour les percussions? Et surtout, tout cela se passe en quelle année? Bien, d'ailleurs, les prémices, c'est-à-dire que le commencement de la danse, c'est en 1950. Par la jeunesse, toute la jeunesse de Brazzaville. J'ai commencé d'abord par les prémices des danses mimées. Par exemple, comme ma voix est cassée, j'allais vous chanter une danse. Unabonga marteau. Alors voilà les prémices. Les gens sans savoir que ce que je faisais, c'était un ballet qu'on appellerait ça plus tard ballet. Mais c'était des danses d'ensemble. On lui a fait un ensemble, au moins de 300 personnes au stade de Boué, par exemple, les mêmes rythmes, les mêmes trucs, et devant, une fois nous avons fait ça devant le général de Gaulle en 1958, mais c'était beau. Bon, et là maintenant, nous avons fait ça en 1952, on a changé, j'ai commencé à mettre le rythme, c'est la même méthode que je faisais avec 300 personnes, c'est la même méthode, j'ai changé, c'est devenu quelque temps, rythmé, avec les danses de toute la République. D'abord, nous avons fait l'étude de chaque région, et avec quel tam-tam faut-il les rythmes de la maison. La percussion était la même percussion générale, c'était le tam-tam, la basse, c'est le tam-tam. Et tout ce que nous avons fait pour toutes les régions, le tam-tam a joué un trou. Mais ce qui change, c'est l'emploi de ces danses-là qui change, l'emploi du tam-tam, les rythmes qui changent. Mais sinon, la percussion, en général, c'était le tam-tam. Est-ce que c'est pour dire que vous aviez quand même pu relever la culture congolaise à travers les ballets diabois? C'est le socle de la culture congolaise. Les gens ne connaissaient pas avant qu'est-ce que c'est la culture. La culture avant, c'était annexé. Le ministère de la Culture était englobé dans le ministère de l'Éducation nationale. Nous, les artistes à l'époque, on disait, dans le ministère de l'Éducation nationale, il y avait une section, on appelait action culturelle. Action culturelle. Mais c'est tout, mais on ne connaissait pas le ministère de la Culture. C'est nous. Moi, je suis dans la bande là. Quand vous verrez un peu plus tard, une éaqueton, c'est la bande, ABC, nous avons écrit au ministère, au temps de Mama Samba Deba, écrit qu'on nous attribue un ministère. C'est là où on a eu un ministère de la culture des arts. Donc le ballet diabois, c'est le socle de la culture. C'est par là qu'est créé toutes les associations, les sociétés culturelles. Nous sommes allés avec un ami qui est mort, un écrivain. On a créé le statut, d'abord on verra ça un peu plus tard, le statut de peintre, nous sommes allés travailler les statuts des sculpteurs, et puis nous avons déjà la force pour monter après la guerre, notre front culturel. Donc le ballet diabois, c'est le socle, le piédestal de la culture congolaise, du ministère même. Dites-nous, qui était dans vos corps de ballet comme danseurs et que sont-ils devenus aujourd'hui? Ils étaient nombreux, puisque le ballet, par exemple, diabois, il y avait au moins 132 adhérents, alors par catégorie. Il y a les A, B et C. Les A, c'était le choc. Mais ils sont, encore quelques-uns sont vivants. Il y a Libéran de Choriba Diop. Et il y a Sigal, La Montagne. Ce sont les deux qui ont débuté avec moi. Il y a Minx, il y a Mpandi, il y a Essou, il y a Siméon Riki qui joue avec Bantou. Il y a Lucky qui est en France jusqu'à présent, qui est moniteur de danse, professeur de danse à l'ambassade des États-Unis en France, Lucky. Et Karibi est en France, à Paris, à Toulon. Il a encore les ballets diabois qui continuent là-bas avec lui. Les ballets diabois. Et nous avons encore des gars qui sont en Amérique. Et Elombe, qui sont en Amérique, qui ont dispersé les ballets diabois un peu partout.
Mais donc, il y en a eu beaucoup de gars et qui aujourd'hui sont un peu partout, dans le ballet Diabois. Où était le siège des ballets Diabois? Premièrement, tout est parti de la rue Mbouchi, numéro 82. C'était là le siège. Même le Franco, c'est là où il venait se réfugier en Kita-Kisasa. Le siège était à rue Mbouchi, numéro 82 à Potopoto. Après, nous sommes allés quelquefois chez moi, la rue Bateke, et puis à la Lungui, chez mes parents à rue Bateke. Et puis la rue Lungui, et puis vous pouvez parfois chez Libéral. Mais après, le maire, Maurice, je dois beaucoup de respect, qui s'intéressait beaucoup de ce ballet, nous a attribué un local définitif jusqu'à la fin. C'est la rue Bateke, là où est le tribunal actuellement. C'est un site de la mairie de Potopoto. Et le maire de Potopoto nous a donné ça pour les activités de ballet Diabois. C'est toutes les parties là. Maintenant, c'est le chef. Vous avez parlé du défunt Luambo Makiadi Franco. Comment étaient vos relations entre Luambo Makiadi et vous? Bon, les relations étaient amicales, d'abord artistiques, culturelles. Le ballet Diabois en 1954, nous sommes allés à Kisasa. Et pour la première fois qu'on a trouvé, là, ce n'est plus le ballet Diabois, c'est la musique maintenant. Là, ce domaine, c'est musical. Hein? Et puis j'ai amené mon orchestre, première formation à Kisasa en 1954. Et une vieille histoire, c'est-à-dire que pour eux, ils ont vu un orchestre brazzaville congolais jouer dans Kisasa. Depuis Polo Kamba, c'était pour la première fois. Et puis Franco nous suivait partout, il était là, il était un guitariste, il jouait dans les bars. Il avait jusqu'à ce que par Bohan, le trichement de Bohan, il est venu chez moi me voir et il a joué aussi dans mon orchestre à Brazzaville. Ça, c'est le domaine de la musique. Quand nous arriverons là, mais vous verrez comment Franco, nous avons tissé l'amitié avec Franco. Vous avez parlé tout à l'heure du siège des ballets Diabois et où se déroulaient les répétitions et les représentations. Bon, quelque part, je parle quand même un peu de répétition. La répétition, ou soit chez moi, et puis ce que j'ai oublié, chez Essou aussi, on répétait. Les danses chez Essou, la musique chez moi, on répétait. Mais les représentations, c'était toutes les fêtes, les manifestations officielles du Congo. 14 juillet, je dis 14 juillet, excusez-moi, le 13, 14, 15 août, toutes les fêtes, c'est la mairie qui nous invite, c'est le chef de quartier, et puis à l'occasion des mariages, à l'occasion des baptêmes, et toutes les manifestations, toutes les kermesses, toutes les manifestations, il fallait qu'il y ait la présence des ballets Diabois. Pensez-vous, Monsieur Diabois, que les ballets Diabois ont contribué à la promotion de la culture congolaise et à son intégration par d'autres peuples? Oui, je dis oui. C'est que dans les ballets Diabois, nous avons eu beaucoup de Zaïrois, actuellement des Zaïrois Congo Kinshasa qui étaient dedans. Dans les ballets Diabois, nous avons eu beaucoup de Centrafricains qui étaient dedans. Et à l'époque, à l'école normale de Muyunji, les filles qui étaient des 4 États, qui fréquentaient là-bas pendant les petites vacances, Pâques, Noël, elles venaient s'entraîner un petit ballet Diabois. Elles venaient s'entraîner les danses. Mais cela signifie que quand elles sont reparties en Centrafrique, elles amenaient les ballets Diabois. Quand ils sont repartis au Tchad, ils ont amené à connaître le système, le nouvel art des ballets Diabois. Alors donc, nous avons participé en tout dans notre propre pays. Et qu'il y a eu, après qu'il y a eu toute une manifestation des gens partout, il y a eu des sections de ballets là-bas, des ballets ici, des ballets ici. Donc c'est une émulation qui a fait connaître le pays, notre pays ailleurs, et que les gens ont adapté aussi ailleurs la méthode, le nouvel art chorégraphique du ballet. En dehors des ballets Diabois, y avait-il d'autres ballets? Il y en avait, ballet Diabois. D'abord, je fus un chef scout, je l'ai créé. Après moi, il y a eu le Mbakatour qu'on appelle vaguement Mbakatour par Potin, son vrai nom, Mfouka. Alexandre, il vient de mourir à peine. Il a monté aussi un chef scout qui était à l'époque. Il a fait aussi le ballet. Un chef scout encore à Bakongo, Milandou. Lui aussi a créé le ballet. C'est après, hein, c'est le même moment. Après, c'est à partir de 56. Et puis après, il y a eu le Tchampa, Biche, qui est venu après, annexé avec le ballet Diabois. Nous avons formé un. Et puis après, il y a eu
le ballet Mfina, il y a eu le ballet Bela. Bela est sorti du ballet Diawa. Il a dansé d'abord le ballet Diawa pour aller monter ce ballet. Oui, donc, voilà l'essentiel des grands ballets que j'ai connus. Hein. Jusqu'aujourd'hui, on entend parler du Mbakatour. Mais c'est quoi le Mbakatour? Ah, effectivement, je savais que cette question allait venir. Partout, à un certain moment, c'est un mot vulgaire. On appelait toutes les danses comme ça Mbakatour. Mais mon frère qui est mort là, Potin, il avait une danse et il vivait dans un quartier où il y avait aussi beaucoup de Centrafricains qui dansaient dans son ballet à lui. Et ils avaient une certaine danse qu'il faisait, quand on fait comme ça, Mbakatour, on a mon vie, vie. Et ça intéressait les gens. Les gens venaient seulement assister. Je vais de voir un Mbakatour, je vais de voir le nom là a circulé partout, on nous appelle un Mbakatour. Il n'y a pas de sens derrière. Qu'on ne vous dise pas que c'était comme ça, c'était un Mbaka comme ça. Non, c'était la danse. La tête, le titre de la danse là, et puis qu'on exhibait avec tant de poids, tant d'énergie, et que ça provoquait ce nom de Mbakatour, et tout le monde on appelle ça Mbakatour. Même nous aussi on nous appelle un Mbakatour. Vous êtes aussi un des pionniers de la musique moderne au Congo, Congo-Brazzaville bien sûr. Vous étiez à l'organisation du premier orchestre moderne CDJ, ou les Compagnons de Joie. Comment en êtes-vous arrivé là? Bien, tout est parti du scoutisme. J'ai toujours mis le scoutisme en vedette. En 1950, mes chefs hiérarchiques me donnent l'autorisation, l'ordre d'acheter des flûtes et des clarinettes. C'était aussi sur ma demande. J'ai acheté les flûtes, l'harmonica, et le tam-tam, les tambours. J'ai introduit ça, j'ai monté une fanfare scout. Cette fanfare scout m'a donné le droit, le goût de transformer ça en orchestre. Et j'ai pris les meilleurs. Il y a Mokwami, le colonel Mokwami, par exemple, il a joué dans cette fanfare scout. Et nous avons Liberlin, nous avons encore beaucoup d'autres musiciens qui ont joué dans cette fanfare. Et puis, après ça, à 452, même, les musiciens nous sommes retrouvés chez moi. Sanga André, Chicho, nous avons toujours avec Liberlin de Cheriba Diop, la Monta, nous avons monté Sigal, Massika Félix, par exemple. On a monté l'orchestre que nous appellerons, que j'ai donné le nom, Compagnie de Joie, parce que nous venons tous de la joie, sans rancune, sans problème du scoutisme. Et c'est là où est partie cette idée. L'idée est partie du scoutisme, seulement pour monter cet orchestre. Et l'orchestre a pris après toute l'ampleur, et c'est tout le monde, c'est toute la République qui commence à avoir l'idée de monter des orchestres en flûte. C'était le premier orchestre aussi en flûte. Comme ça fera sur le premier ballet aussi au Congo. Le premier orchestre aussi moderne, je dis bien, après Paul Okamba. Premier orchestre moderne. Et voilà l'idée partie du scoutisme. Et ces compagnons-là, que sont-ils devenus? Libéral de Cheriba Diop qui est là, il vit sur la rue Likoala numéro 23. Il a monté un café des artistes. Il est toujours artiste. D'abord, celui qui a gardé les ballets Diabois entre-temps en France, pendant 25 ans qu'il a fait en France. Et il est là. Il y a Sanga André et la Tcho, il est là à Brazzaville, vivant. La Monta est vivant. Sigal, vivant. Kadian Pemba est en France. Et beaucoup d'autres qui étaient dans cet orchestre, qui vivent encore, mais quelques-uns sont morts. Par exemple, Joker et puis Beaufort, ça ils sont morts. Mais ceux qui ont commencé les orchestres avec moi. Et puis c'est qu'il a aussi son père aussi de vue, qui est à l'OMS. Et voilà. En dehors de cette vie artistique, aviez-vous un autre travail? Culturel, artistique, justement ce que vous venez de dire. Mais le genre de travail, c'est que j'ai été fonctionnaire, retraité. Je suis sorti secrétaire principal d'administration, avec beaucoup de retard. Sinon mes collègues sont sortis administrateurs de SAF. Mais moi, c'est ça qui m'a foutu en retard, m'occuper seulement de la société, de la vie des artistes, de la vie de la jeunesse, c'est ce qui m'a foutu en retard. En dehors de ça, ce n'est que tout. Hein. Je n'ai pas autre chose, je n'ai pas fait encore autre chose. Vous le regrettez? Oh, pas tellement, parce que ce ne sont pas les causes perdues, puisque je suis plus respecté que les respectés. Parce que quand je passe,
Ils ont des dettes morales, moi je n'ai pas de dettes morales. Je dis, c'est grâce à moi que c'est celui-là que je suis devenu comme ça. Je deviens musicien à cause de lui. C'est mon père de musique. Ils ont des dettes morales, moi je n'ai pas de dettes morales. Donc je ne regrette pas. À propos de la musique moderne, vous aviez accompagné Patrice et Mario au cours d'un bal à la mairie de Brazzaville. Qui sont Patrice et Mario? Et puis, est-ce que vous voulez bien nous raconter ces moments-là? Bon, c'était en 1954. J'avais des relations avec la radio Brazzaville. Les Européens, les colons, qu'on appelle les colons, qui travaillent à la radio Brazzaville, M. Dumont, et puis Charlie Vorin, un musicien qui a fait l'orchestre aussi avec moi. Dès leur arrivée, Patrice et Mario étaient de passage pour Elisabethville, au Katanga. Ils ont fait escale à Brazzaville. Ils voudraient visiter Brazzaville. Ils avaient besoin d'entendre un peu un percussionniste congolais. Voilà, on est venu me piquer. Et je suis allé avec mon ami libéral de Chéribatiop, mon adjoint, mon directeur artistique de toujours. Et nous sommes arrivés, on m'a mis en voiture, et il fallait qu'on m'entende, et j'ai chanté. Parce que ma voix est brisée, sinon j'allais vous donner ce que je chantais avec les tam-tams. Moi-même je tamais, et moi-même je chantais. Alors, Patrice et Mario, ils étaient tellement fous. Alors là, c'était du whisky qui tombait là, mais c'est pas possible de voir des choses comme ça. C'est pas possible. Ils chantent. Et malgré votre voix, vous ne voulez pas essayer de chanter quelque chose, faire un effort, au moins pour les téléspectateurs qui vous suivent? C'était justement en centrafricain que j'ai chanté ça. Mais allez-y, on fera la traduction plus tard. Là. Bien que tranquille la peau, yabiso ekosi la te, ebongi na talayo, obutu naloti, biwele ya binoye, mayela kolobate. Alors là, vraiment, j'ai perdu. La voix m'embête. Alors sinon, j'étais le tam-tam et je chantais. Alors vraiment, c'était spectaculaire. Cette chanson-là. C'est la chanson qui avait envoûté Patrice et Mario. Et ils sont partis de bons souvenirs, parce qu'ils étaient en transit. Bons souvenirs de Brazzaville. Et Patrice et Mario, ils jouaient à quoi? Ils faisaient quel genre de musique? Non, ils assistaient, parce qu'ils voudraient voir quelqu'un, voir un peu le rythme. Si à Brazzaville, il y avait les gens, on avait me piquer, mais c'est pour eux, je trouvais que c'est formidable que Brazzaville était en avance. Ils croient qu'on ne pourrait pas trouver quelqu'un qui peut faire la percussion en même temps chanter. Alors c'était formidable. Mais malheureusement, la voix m'embête, sinon j'allais vous faire plaisir. On nous dit aussi que vous êtes un spécialiste de la flûte. Est-ce que c'est vrai? Oh, voilà ce que j'ai manqué. J'avais la flûte, j'allais vous donner ça, oui. Je suis spécialiste, puisque je suis le premier flûtiste. J'ai formé, tout le monde est parti. Le défunt Franklin Bukaka, avant d'être ce qu'il est, passe d'abord par mes flûtes. Le colonel Mokwami est là, encore par les flûtes. Nous avons Claude Duvois, qui est là encore, il est passé dans cette affaire des flûtes. La flûte qui a formé tout le monde. Et tout le monde, cette flûte-là, et qui a formé et qui a consenti l'orchestre moderne au Congo, à part de la flûte. En supplantant maintenant Paul Okamba. Parce qu'après Paul Okamba, c'est le seul orchestre moderne, reconnu partout. C'est ça. Même les Edo, les Nino sont passés dans cet orchestre que vous voyez là, mais avec le flûte. C'est quelque temps après, quand ils sont à prendre la clarinette, dans la flûte même, et parti de cette flûte même, et que j'ai acheté la clarinette, donné à Esso pour changer un peu les décors, et que nous avons eu, nous annexé avec Nino Malapé. Et voilà le départ de la musique congolaise. À peu près, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de cette génération qui vous a en fait représenté par la suite? Ben, je suis fier. C'est ce que je vous ai dit, que mon cœur est calme. Moi, je suis très fier. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pas de dette morale. Cela signifie que vraiment, j'ai fait un travail fructueux pour la culture. Et puis si aujourd'hui, par exemple, nous mettons à faire un recensement, un bilan culturel, par exemple, de ces instrumentalistes-là, mais je serais peut-être le plus flatté, puisque c'est moi qui ai lancé tout le monde dans cette affaire-là. S'il s'agissait à décorer les gens dans cette affaire-là, mais j'aurais peut-être la décoration le professeur, par exemple. Hein, des génies, peut-être. La situation. Pensez-vous que le relais continue à se faire aujourd'hui? Bon, le relais, j'ai vu d'abord dans moi-même.
Dans mes entrailles même, j'ai eu 2 enfants, mes 3 fils, qui sont dans l'art. J'ai le 2, l'autre policier, l'autre machin, qui sont des musiciens, l'autre militaire, des musiciens. Ils ont créé même le premier orchestre de jeunes qui est ici, Nzibura Lokole, c'était mes enfants. Orlis Mabele est parti de cette affaire, de cet orchestre pour devenir un musicien international. Donc je pense qu'il y a du relève. De mon côté, il y a du relève. Et c'est autant que mes amis procréent encore. J'ai Yessou qui est là, qui est infatigable. Il procrée, mais ça fera quand même une continuité à la queue des gens, des jeunes. Si tout le monde est ouvert comme moi. Vous avez aussi été plusieurs fois cofondateur des mouvements culturels dans notre pays. Je citerai par exemple l'association Bantou de Culture. Je citerai par exemple l'UNAC, qui est l'Union nationale des artistes et artisans congolais. Je citerai l'UNEAC et bien d'autres. Quel sens donniez-vous à tous ces mouvements de culture et surtout que recherchez-vous? Bien. Donc, je commence par la dernière question. Que recherchez-vous? C'est le front culturel que nous cherchons. Et puis maintenant, le sens, c'est unir de la conscience et faire connaître chaque discipline artistique. Par exemple, Association Bantou de Culture. L'association Bantou de Culture, le fondateur était Maurice Matambika, un écrivain, il était mort. Et il avait besoin de moi. Parce que le socle de la culture, c'était le ballet Diabo. Et puis il y avait une sonnée qui est en France, une sonnée Simon. Et puis mon agent, Elivan de Cheliva, nous devons nous retrouver pour donner un sens. Qu'est-ce qu'on va faire pour la culture, pour les hommes de culture? Ben nous avons, non, on va s'organiser. Et nous avons organisé, comment on appelle, Association Bantou de Culture. Il y avait 2 sections. Section UNEC, Union nationale des écrivains, et section UNAC, Union nationale des artistes et artisans congolais. Nous avons fait cette association. Nous avons déposé le statut autant, on a déposé ça au ministère de l'Intérieur. Bon, il y a Maurice Matambika qui était progressiste et qu'on appelait vulgairement communiste. Alors, l'association, le statut a eu des problèmes au ministère de l'Intérieur. Le ministre qui fut Nzarakanda ne gobait pas la figure de Maurice Matambika. Il fallait vraiment changer Maurice Matambika. Alors non, parce que c'était un communiste. Bon, nous sommes qui est en France, maintenant le secrétaire général, dit qu'à bon, c'est comme ça. Qui va nous le dire? C'est Patrice Siloni qui va voir un sondé, dit que votre statut souffre. Si vous voulez libérer votre statut-là, laissez ça comme ça voyager, voltiger, et puis laissez attaquer quelque chose. Nous avons laissé les écrivains, UNEC, nous sommes retrouvés derrière UNAC, nous avons monté le statut de l'UNAC en écartant les autres là. UNEC nationale des artistes et artisans. Et on a choisi Guillaume Fina, président. Je suis allé aux États-Unis. Au retour des États-Unis, je suis allé en Chine. Au retour, le secrétaire général dit que non, nous voulons que ça change, comme tout le monde aime beaucoup le mot changer, que ça change, vous prenez la tête de l'UNAC. J'ai pris la tête de l'UNAC. J'ai commandé, maintenant j'ai tenu la réunion, notre réunion se tenait au centre d'art de peinture de Potopoto. C'était une assemblée générale, que tout le monde était là, et dit voilà, le nouveau président, c'est Diabo Ali. Bon, moi, dit, bon, écoutez, j'ai fait un programme d'action, un programme de travail, et quelques temps après, c'est Noumazal qui passe Premier ministre. Bon, allez, je vais demander l'audience à Noumazal avec mon bureau. Et nous avons discuté le programme culturel avec Noumazal. Bon, tiens, ben, il dira que nous avons la commission culturelle de la Chine qui a personne pour l'animer. Mais ce programme-là, ça répond à l'aspiration, au programme culturel. Alors, allez voir Ombessa, qui est président de la Jiménère à l'époque, et il vous donnera, je vais lui donner des instructions, faire ce qu'on va faire de vous. Quelques jours après, je suis allé voir Ombessa. Il dit que tiens, je suis au courant, prenez une place là, voilà votre bureau. C'est ça, vous prenez la commission culturelle de la Jiménère. Je suis assis, j'ai pris la commission culturelle de la Jiménère. Un congrès après, on m'a nommé secrétaire à la commission culturelle de la Jiménère. Un peu plus tard, le président de la commission culturelle de la Jiménère. J'ai réuni les écrivains, j'ai réuni les artistes, et j'ai donné la section littéraire à Ndebeka Maxime. Alors, comme il était militaire, c'est Dios, qui était écrivain, qui était là. Et puis Tipois et tout ce monde était avec moi entouré. Et nous avons fait le programme culturel, et on a travaillé ensemble pour avoir tout ce que nous avons fait, notre objectif.
En suivant votre exemple, pensez-vous qu'aujourd'hui, nos dirigeants disposent d'une bonne politique culturelle en la matière? Oh, je ne crois pas. Est-ce que vraiment, je me pose la question de savoir moi-même la même question que vous me posez, je me pose cette question-ci, je ne vois pas quelle politique culturelle dans notre pays, ça n'existait pas. Parce qu'ici, dans notre pays, quand on parle de la culture, c'est la danse, pratiquement la danse. C'est la danse, c'est ça la culture. Mais ils ne voient pas, bon, ça je ne vois pas ça. Puisque les artistes souffrent encore. Une politique culturelle, c'est chercher voies et moyens comment ces gens vont manger. Quand quelqu'un va toucher un peu ce point-là, comment les artistes le peuvent manger? Ce n'est pas vaguement, un festival, on paie les autres, les uns ne payent pas. Mais ce n'est pas ça la politique culturelle. La politique culturelle, c'est pour embellir le pays. Il y a des monuments, ça fait partie de la culture aussi. Il y a beaucoup de choses dans cette politique. Je ne le vois pas encore. Peut-être ça viendra. Parce qu'il faut de l'argent pour la culture. Il faut vraiment de l'argent. La culture, c'est comme l'enseignement. Il faut de l'argent, comme l'éducation nationale. Il faut de l'argent. Et l'argent qu'on ne peut pas regretter, vous faites, mais ça se retourne d'une autre manière. Monsieur Diaboua, nombreux sont ceux qui sont nés de votre flûte miraculeuse. Vous avez cité parmi les noms le nom de Franklin Bukaka. Pouvez-vous nous parler de l'artiste? L'artiste, en général. Franklin Bukaka en particulier. Bon, en particulier, c'est un musicien progressiste. Franklin Bukaka est en même temps nationaliste. Franklin Bukaka avait des compositions qui suivait même l'évolution de l'époque, ce qu'on appelait révolutionnaire. Donc il avait de l'avenir dans l'art. Je l'ai connu quand il était éclaireur. Je l'ai connu quand je faisais les flûtes. Il est venu avec moi, apprendre à jouer la flûte avec moi, avec Claude Bivois par exemple, qui est là, et puis beaucoup d'autres, puis disons Pamelo aussi. Okay? C'est la flûte qui les a donné le goût de chanter, le goût d'être chanteur. Oui, Franklin Bukaka, je le connais là, très bien, comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre de lui? Oh, ben de lui, c'est tout. Hein. Je n'ai plus autre chose à dire de Franklin Bukaka. Je le regrette. S'il était là, on allait mieux faire encore. Parce qu'il avait beaucoup d'idées. Il décidait de dépasser même les frontières. Les frontières. Il voyait l'Afrique. Franklin Bukaka. Mais s'il était là, s'il vivait encore, je crois que tout ce que j'ai fait, il ne pourrait pas manquer avec moi. Vous avez le mérite d'être l'un des fondateurs de l'Eurafricain Diaboua. Qui étaient les musiciens qui jouaient dans cet orchestre? Bon, Eurafricain Diaboua, c'est un orchestre. J'avais un blanc qui s'appelait Charlie Vora. C'est expatrié là, travaillé pour le compte de la radio Brazzaville. Et s'expatrié là m'aimait beaucoup. Parce que j'avais la percussion, et c'est grâce à lui que j'ai perfectionné la percussion, qu'avec ça, j'ai eu encore formé Liberlin, Mpandi, c'est toujours la montagne qu'on sort, avec les percussions cigales, la percussion, mais l'idée est partie de Charlie Voa, qui m'avait demandé de réunir 3 tam-tams. Parce qu'à l'époque, on ne jouait pas avec 3 tam-tams. C'est ainsi que j'avais eu le privilège. Même Kabasela Kisasa venait me voir à Brazzaville pour lui envoyer les percussionnistes. Et ça partait de Brazzaville. Les Pandi, les conseils, les Berlin, ils ont signé même des contrats sur longue ligne, ça, tout ça, ça partait de Brazzaville. Donc, en ce moment-là, Leblanc, mon ami, va me demander de monter un orchestre. J'ai pris les miens, l'essentiel, les gars qui étaient avec moi dans CDJ, et lui qui jouait l'accordéon. Nous avons monté cet orchestre avec la présence d'un blanc. Mais qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça? Et c'était pour la première fois à l'époque à Brazzaville, on voyait un blanc jouer l'accordéon, et au milieu des noirs, on appelait ça l'Eurafricain Diaboua. Voilà, c'est comme ça le nom. Et nous sommes allés à Kinshasa. Mais c'était formidable, on était accueillis parce que ça faisait des années que les gens ne voyaient pas l'orchestre. Après, pour le camarade, l'orchestre congolais de Brazzaville, nous ne voyaient pas ça. C'est le seul orchestre où nous avons joué en France. Il y a eu le Kabasele et tous ces grands musiciens de Boane, même le Defeu Lubumba. Le Defeu Lubumba venait nous voir. D'ailleurs, dès qu'il entendait qu'ils sont là, l'orchestre de Brazzaville, ils sont là, il est avec nous. À cette époque, il était publicitaire dans Polar. Et
il nous amenait des bières, il avait tout ça. Donc, c'est comme ça que l'orchestre est parti. Et les éléments sont là encore, quelques éléments sont là, quelques-uns sont morts. Ben, il y a Mpandi qui est mort, il y a Roi Télé, s'appelait Roi Télé, Samba David, qui est mort, sinon les autres sont là. J'ai Essou, Liberlin, Célestin Kouka, voilà, le nom qui m'échappe tout le temps. Célestin Kouka, Sangandreccio, Lamonta, Jacques Pella, qui encore Essou, voilà le musicien qui était avec moi à moins que j'oublie, mais tantôt, bientôt, c'est le vivant là. Ils vont m'engueuler quand ils vont me voir à Poto là-bas, tu m'as oublié. Mais enfin, ce qui m'arrive dans la tête, ce sont ceux-là. Comment faisiez-vous à l'époque pour les sélectionner et les former? Ce sont les éléments qui sont partis avec moi dans le scoutisme, dans la fanfare scout. Et les meilleurs que je cherchais et que je peinais prendre parce qu'il fallait avoir une base. D'abord, il y avait des formalités. Ceux qui avaient l'inspiration musicale, je l'ai choisi. Et avec tout ce que nous faisons, surtout la chanson, j'aimais beaucoup chanter. Et je l'ai pris par décret. Celui-là, clarinettiste, il aime le clarinette, sourd, la monta, dedans, libéral, percussionniste, chanteur, beau chanteur. Et puis, c'est le même couple de CDJ, compagnons de joie, qui étaient avec moi et qui sont partis avec Charles Fora, mon ami blanc là. Et nous avons monté nos orchestres, il y a un blanc dedans, les autres les noirs, mais nous avons donné quand même cette conjoncture. Voilà. Le scoutisme donc préparait les jeunes à devenir des hommes, mais des hommes artistes ou autre chose aussi? Il faut se débrouiller dans la vie. Le scout apprend à être homme. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des grands militaires, les colonels même qui sont encore dans nos rangs là, dans d'autres pays là, qui sont passés par le scoutisme. Ça te demande d'être débrouillard, ça te demande de chercher à ne pas être paresseux, de créer. Tiens, en fait, le fondateur du scoutisme s'appelait Baden-Powell, j'y pense. Et c'est effectivement celui qui m'a donné, c'était un génie, il m'a donné l'idée, je croyais trop à ses écrits. Surtout, les dernières paroles de Baden-Powell, le dernier message, on va appeler ça, de Baden-Powell. Il disait, ce dernier message, essayez de quitter le monde l'ayant rendu un peu meilleur que vous l'avez trouvé. Et gardez votre parole d'éclaireur, même lorsque vous aurez cessé d'être garçon. Alors là, mettez ça au chevet de mon lit. Autre chose à ajouter. Merci beaucoup, M. Diabois. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons reçu ce soir Monsieur Marie-Isidore Diabois, des Ballets Diabois, qui a bien voulu accepter notre invitation. Merci, Monsieur Marie-Isidore Diabois. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Nous vous disons au revoir, et à la prochaine.